Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième conférence métier pour clore cette matinée. On va désormais parler des métiers du business. Si cette voie peut paraître de temps en temps être choisie un peu par défaut, elle est pourtant centrale et les métiers du business sont souvent les premiers pourvoyeurs d'emplois en France. Et par chance, que ce soit en marketing, en gestion ou en finance, les opportunités de carrière sont riches et souvent très variées. Pour parler de ce sujet, j'accueille ce matin Christophe Pivot, directeur adjoint marketing et admission à l'IPAC Business. Bonjour. Bonjour. Et Gauthier Delair, qui est directeur de clientèle TV chez M6. Et effectivement, tu es aussi passé en école de commerce à l'EM Normandie, je crois. Exactement. Bonjour à tous. Alors, Gauthier, vous qui êtes justement passé par l'EM, enfin toi qui es passé par l'EM, tu as peut-être hésité justement dans ton parcours plus jeune. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui hésite aujourd'hui à rejoindre ces métiers du business et justement, qu'est-ce qui t'a fait choisir, toi, ces métiers? Alors, effectivement, je me rappelle à 18 ans, la panique, comme beaucoup. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je veux aller? J'ai participé à des salons comme ici. J'ai rencontré plein de gens et qui m'ont dit, qui m'ont parlé de leur métier, qui m'ont parlé de leur carrière. Et il y avait une constante, c'était que à 18 ans, on fait un choix important, mais qui n'est pas définitif. Pas définitif dans le sens où on peut se tromper, on va se tromper toute sa vie. Et en rencontrant plein de gens, moi je me suis dit, est-ce que je veux être ingénieur? Est-ce que je veux être commercial? Est-ce que je veux être prof? Trois choses complètement différentes. Je veux même être danseur à un moment. Et finalement, j'ai fait le choix de rencontrer différentes personnes. Pourquoi pas aller à la fac? Pourquoi pas aller dans une école directement post-bac? Finalement, j'ai choisi de faire une prépa, ce qui fait que j'apprenne un petit peu à être rigoureux. Et après, je suis rentré en école de commerce et j'ai découvert plein de métiers que je connaissais pas, plein de métiers que j'allais découvrir. Et finalement, j'en ai commencé un, j'en ai fait un autre. Et donc, c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Et toi, justement, Christophe, tu vois beaucoup de jeunes chaque année défiler à l'IPAG. Qu'est-ce que tu recommanderais aussi, enfin, pourquoi tu recommanderais ces métiers à ces jeunes? Alors effectivement, la constante, c'est la même. C'est-à-dire que sur les personnes qui viennent nous rendre visite sur les salons, il y a à peu près 80-90% des personnes déjà qui découvrent le milieu de l'enseignement supérieur des écoles de commerce. Et on a une question aussi qui est récurrente, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Parce que ce terme commerce, business, management, il est très 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 large. Et en fait, on y est confronté tous les jours à ces métiers dans notre boîte mail, dans notre manière de consommer en fait. Dans toutes les étapes d'une journée, on est confronté à ces métiers-là, directement ou indirectement. Quand on est sur son smartphone, moi cet été, j'ai reçu des pubs tout l'été pour des salons de jardin. J'ai pas de balcon, mais j'avais envie d'avoir un salon de jardin. Ça, c'est des marketeurs. Ils nous donnent envie d'acheter, de déclencher l'achat. Ça, c'est des exemples de métiers. Mais pour revenir au propos initial, une école de commerce, les métiers du commerce au sens large, comme tu l'as très bien dit, Gauthier, ça va ouvrir tout un tas d'opportunités derrière. Et il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de chemin tout tracé. Les écoles de commerce l'ont bien compris, les parcours sont évolutifs. Généralement, ils sont assez généralistes les premières années, et puis après, on va accompagner les étudiants, ils vont se spécialiser. Mais des exemples, moi, ça fait 12 ans que je travaille pour l'IPAG, donc j'en ai vu des étudiants. Il y a une information qui est importante et je pense qu'elle est partagée avec toutes les grandes écoles de commerce, celles qui font partie de la conférence des grandes écoles, c'est la satisfaction des étudiants sur leur premier emploi. Notre dernière promotion diplômée à l'IPAC, c'était 98,4% de ces étudiants qui étaient satisfaits de leur premier emploi. Et si on revient à la statistique du début, quand je vous dis qu'il y a 80-90% des étudiants qui arrivent avec aucune idée de ce qu'ils veulent faire, ce qu'on fait le sondage, à main levée, dans l'amphithéâtre, à la rentrée, qui sait ce qu'il veut faire dans 3 ans, dans 5 ans? Il y a 3 personnes qui lèvent la main parce qu'ils savent, ils sont déterminés, et encore, même eux, ça va évoluer. Donc ça change. Une fois sur deux, ça change. C'est que le nombre de copains qui me disaient « je veux faire de la finance », bon, qui sont RH maintenant, qui font du marketing, je crois que c'est 100%. Voilà. Justement, toi, quand tu as intégré ta prépa puis l'EM, tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ou tu savais que tu voulais faire quelque chose autour du commerce, du business, sans savoir précisément? Alors, je pense que c'était un tempérament, mais ce que je voulais avant tout, c'était comprendre comment fonctionne une entreprise. Quand on est à l'école, on apprend à apprendre, on apprend une méthode, et après, on se dit,
Ok, je veux travailler. On a des certitudes. On se dit, moi, je veux être dans le marketing, je veux créer de l'envie, etc. Oui, non, c'est pas ça. On a des cours qui nous structurent, qui nous disent, on peut pas exactement faire ça. Il y a des métiers, il y a des commerciaux, il y a le marketing, il y a la pub, il y a la communication, il y a tout le travail de RH, tout le back-office qui est hyper important, le SIA, etc. Il y a des choses hyper importantes. Et finalement, pendant 3 ans, moi, j'ai appris à me confronter à mes propres certitudes et à mes propres vues de l'esprit. Je me dis, ah bon, ça fonctionne comme ça. Et puis de l'échec vraiment en se disant mais je pensais vraiment être bon là-dedans, je pensais vraiment faire ça, et en fait non. Et surtout c'est rencontrer des gens. Ce qui est hyper important dans, je pense, toutes les écoles de commerce, on rencontre des professionnels qui viennent nous nourrir. C'est-à-dire qu'on a des anciens élèves, des anciens étudiants, des profs qui sont soit des doctorants, soit des personnes qui bossent dans ces métiers-là, qui nous disent ouais non, c'est ta carrière, il faut peut-être que tu orientes comme ça, attention. Voilà, qui nous réoriente et qui échange. Et cet échange, c'est quelque chose qui est très fort en école de commerce. Je pense que c'est le cas aussi chez toi. On échange tout le temps. Et en fait, on a des anciens élèves qu'on rencontre même après. Et on a un panel de connaissances qui vont être intrinsèques à chaque étudiant et futur professionnel. Et ça, c'est hyper important. Et justement, Christophe, quelle qualité il faut avant d'intégrer est-ce qu'il y a effectivement il y a besoin d'avoir une sorte de qualité ou d'une appétence particulière quand on veut rejoindre tous ces métiers du business? Alors, c'est pas évident de parler de qualité quand on a, je sais pas toi comment t'étais à 16-17 ans, mais en tout cas déjà on a un garçon, on n'est pas très malin, forcément. Et puis comment, enfin voilà, se poser sur qu'est-ce qu'on aime faire. Moi, j'ai su que les métiers liés au commerce, ça s'est révélé quand je devais avoir une dizaine d'années. J'ai compris que si j'arrivais à vendre tout mon stand sur la brocante, je pouvais m'acheter le vélo que je voulais. Et je me suis dit, en fait, ce principe-là, il est pas mal de vendre pour acheter. C'est un peu le principe. C'est comme ça que c'est né. Mais en fait, ces métiers autour du business ou ces formations autour du business, que si vous êtes là, c'est que vous êtes en recherche de formation, ils sont structurants à tout un tas d'égards. C'est-à-dire que ça va vous permettre de comprendre comment gérer, comment organiser, comment planifier. Enfin, c'est tout un tas d'éléments qui sont assez structurants. Et puis, comme tu le disais aussi, voilà, vous allez changer, mais pour ce faire, vous allez tester à la fois en cours sur des cas concrets, des choses très pratiques. Bien entendu que vous n'allez peut-être pas aimer toutes les matières, mais même si vous n'aimez pas les maths en terminale, après vous allez faire du business. Donc il y a des chiffres d'affaires, on va parler argent, on va parler comptabilité. Et en fait, ça va être beaucoup plus concret de ce que vous allez avoir au lycée. Donc il faut l'avoir, cet esprit quand même chiffre. Ah bah oui, l'esprit chiffre. Après souvent on dit ouais, moi j'aime pas les chiffres. Alors, sauf que bon, le business, c'est des chiffres, mais pas que, il y a du relationnel, il y a beaucoup de qualités humaines, très importantes. Je pense que la qualité humaine aussi, cette capacité à se faire un réseau dans les écoles et en dehors est importante. Mais par exemple, je donne un exemple très concret. Quand j'étais en école de commerce, et même avant, il y avait une matière qui pour moi me semblait inutile. C'est Excel. On m'a dit, tableau Excel. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'Excel? Je passe aujourd'hui ma vie, alors moi je suis commercial, normalement je suis là pour faire du business avec des gens, je vends de la publicité. Je passe 70% de mon temps sur Excel. Et à tous mes collègues, ils disent la même chose. Qu'est-ce qu'on aurait dû écouter? Ce qui est important, c'est que cette matière-là, finalement, ce que j'ai appris à l'école, même de basique, et ce n'était pas la matière que je préférais, c'est celle qui m'est le plus utile au quotidien. Il y a des matières qui sont des matières qui nous paraissent anecdotiques. C'est les matières les plus importantes peut-être pour votre futur métier. On a cette capacité dans les écoles aussi, et c'est une évolution depuis moins de 10 ans. Ça fait longtemps maintenant. On a des stages, on a de l'alternance. Moi, j'ai fait des stages, j'ai fait de l'alternance et j'ai fait un stage en me disant je suis convaincu, moi, je vais faire des RH, je vais être chasseur de tête. J'étais convaincu. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré quelqu'un à une soirée d'anciens étudiants qui m'a dit non, mais c'est super comme métier, tu vas recruter des gens, c'est génial. Alors moi, dans ma tête, je me dis je vais être RH. Encore une certitude. 1 an plus tard, j'étais commercial. Pourquoi? Parce que j'ai bossé. J'ai eu la chance de faire une alternance, de faire un stage. L'école m'a accompagné, m'a fait... l'école s'appelle Parcours Carrière. C'était vraiment un truc super où du bac plus 1 jusqu'au bac plus 5, on nous dit « Ok, qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir ?» Et c'est un échange permanent avec une multitude de gens et même avec ses camarades de classe. C'est-à-dire que ces camarades de classe, ils nous apportent autant qu'on leur apporte dans la vie associative, très importante, mais aussi dans les cours, on a des travaux de groupe, très importants. Et justement, aujourd'hui, tu es directeur de clientèle chez M6. Comment tu en es arrivé là? Est-ce que justement c'est ton stage qui t'a complètement convaincu? Est-ce que c'est déjà les premières matières? Et est-ce que
l'idée était un petit peu née un an avant ou comment tout ça est venu, tout le cheminement? Moi, j'ai toujours adoré la pub. Alors, je sais que ça peut être agaçant quand on regarde la télé. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup la télévision. J'espère que vous regardez encore la télévision, sinon mon métier s'arrêtera de bientôt. Mais voilà, même sur YouTube, il y a de la publicité, c'est hyper bien. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant, la créa publicitaire. Je trouvais ça vraiment génial. Et j'avais un cours justement qui parlait de ça. Et moi, je voulais faire des pubs. Je voulais être créatif, mais j'ai absolument aucun talent de création. Voilà. Je me suis rendu compte pendant le cours que j'avais pas une bonne note. Par contre, j'arrivais bien à pitcher ce que mes copains créatifs avaient bien créé. Donc ça m'intéressait. Finalement, il y a un moment de votre vie hyper important aujourd'hui, c'est de choisir où est-ce que vous voulez aller. Déjà, c'est important. Et après, il faudra trouver un métier. Et là, les écoles vous accompagnent super bien. Vraiment, toutes les écoles, je ne connais pas une école qui accompagne pas bien ses étudiants pour trouver des stages. Et ben, on trouve un stage et puis on tente. Et dans ce stage, j'ai fait un stage qui n'avait rien à voir. Puis dans un autre stage où j'étais RH chez Canal à l'époque, j'ai vu des alternants faire le métier de commerciaux. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est super en fait. Et j'ai discuté, et finalement, mon école a accepté que je change de master, parce que j'étais parti sur un master de RH, et l'école a été assez intelligente pour me dire, si t'as pas envie de faire ça, on va pas te forcer. Voilà, et donc j'ai fait mon alternance, et effectivement, après moi je me suis épanoui, et je m'épanouis très bien chez M6, parce qu'en plus il y a aussi des anciens de mon école, donc il y a aussi cette vocation aussi à rencontrer des anciens qui... Voilà, les métiers, on rencontrera toujours des gens, des clients aussi. J'ai un client avec qui j'échange au quotidien, qui je deal. Bon, lui, il considère que je vends trop cher et moi, je considère qu'il n'achète pas assez cher. Mais j'étais en cours avec lui. Et ça, c'est assez exceptionnel. Je ne sais pas si tu veux réagir ou enfin, du moins, qu'est-ce qu'on apprend dans ces études de commerce? J'imagine qu'il y a des grandes familles de métiers qui sont déjà propres dans chaque cursus. Mais qu'est-ce qu'on apprend au quotidien et justement, comment tous les cursus, en particulier l'IPAC, se passent? Alors, on apprend effectivement dans un premier temps tout un tas de choses. Donc ça, il faut comprendre. Voilà, je reviens sur ce point-là, mais il me semble important. Le commerce, ça va être du marketing. Donc là, quand on parle marketing, on parle de produit, on parle de mise en avant du produit. Ça va aller du packaging jusqu'à... Le packaging, c'est l'emballage d'un produit, jusqu'à sa promotion sur le lieu de vente. Quand vous êtes dans un magasin, la manière dont des produits qui sont placés, ça s'appelle le merchandising aussi. Voilà, comment on réfléchit à déclencher l'envie d'achat dans un magasin. Ça, c'est le marketing. Tu as parlé très bien de la communication et de la publicité. C'est encore une fois déclencher l'envie d'achat. Voilà. Il y a des personnes qui doivent les vendre, ces produits. Ça, c'est plutôt effectivement le job des commerciaux. Tu as parlé des ressources humaines tout à l'heure aussi. Donc, les ressources humaines, ça peut être effectivement recruter des personnes pour les faire venir en entreprise. Quand on est un chasseur de tête, ça veut dire qu'on va aller chercher une compétence très spécifique, un profil. Voilà, c'est un peu comme... l'équipe de foot, hein. Il y a des personnes qui vont recruter des joueurs à des postes bien définis. Et c'est la même chose pour l'entreprise, un chasseur de tête. Ça peut être aussi en interne, c'est-à-dire comment on garde nos employés, comment on les fidélise, comment on les fait évoluer. On parle des ressources humaines. On a oublié la finance. Les financiers, il faut bien qu'il y ait l'entreprise avant, il faut bien qu'on tienne à jour ses comptes, la comptabilité, la finance, on fait des placements, des investissements. Et ça, on parle de métier financier, on a toujours l'impression que le comptable, il est derrière son bureau, c'est un métier très austère. Non, c'est un métier expert comptable de contact. Et on peut très bien le faire chez LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, que dans une petite entreprise à proximité de son travail. Ces métiers-là, ils sont partout, ils irriguent toutes les entreprises. On parlait aussi de commerce, on peut le déclencher à l'échelle internationale, le commerce international, la logistique, comment on approvisionne ces entreprises. On a besoin de personnes qui savent acheter au bon endroit, au bon prix. Et puis, il ne faut pas oublier quand même aussi ceux qui ont envie de créer leur propre entreprise, être leur propre patron. Et je pense que on le voit dans les sondages, c'est une demande qui est de plus en plus forte. Alors, évitez toutes les publicités un peu douteuses sur Instagram qui vous disent que vous pouvez être entrepreneur depuis chez vous et gagner 4 000 € par mois en faisant je ne sais pas trop quoi. Pas spécialement la bonne idée. En fait, c'est le principe de oui, vous contribuez à ce que l'autre s'enrichisse. Ce principe-là, un peu de chaîne de Ponzi, qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui enrichit le suivant. Mais vous pouvez entreprendre aussi. Avoir une idée, il n'y a pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire pour entreprendre, ça c'est très important. Ma femme elle veut entreprendre à chaque fois, elle me dit mais ouais mais ça se fait déjà. Bah oui, des influenceurs, il y en a déjà des centaines de milliers, pourtant il y en a un nouveau chaque jour qui se rajoute. Donc c'est aussi qu'est-ce que vous allez vous apporter quand vous créez. Ça je pense que c'est aussi important pour faire un balayage de tout ce qu'on peut faire comme métier autour du business.
Vas-y, si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, juste pour compléter, et je suis totalement en phase avec ce que tu viens de dire, c'est que moi je l'ai constaté avec mes copains de promo, des gars qui étaient partis pour faire du commerce, etc., et qui ont monté leur boîte, mais des boîtes mais assez simples. C'est-à-dire que des gars qui étaient partis sur une expertise de commerce, des commerciaux pour, je pense à Heineken, où ils vendaient des bières pour de la grande distribution. Là, je suis retourné dans ma ville natale du Havre hier, j'ai pris des nouvelles, mais il a ouvert une boucherie. Il a dit, mais heureusement que j'ai fait une école de commerce, heureusement que j'ai travaillé, parce qu'il a ouvert une très belle boucherie. Mais il faut employer des gens, il faut organiser, il faut staffer, il faut lire des contrats, savoir lire un contrat, être au clair sur le juridique. Tous ces métiers-là, il me dit, mais je ne me rendais pas compte, c'était son rêve à lui, en fait, d'enfant. Son rêve à lui, son moteur, c'est je veux ouvrir une boucherie et nourrir des gens. C'est magnifique. Il a fait une école de commerce. On se dit, bah, la logique, quand on a 15 ans, il dit, bah, t'es boucher, puis t'ouvres une boucherie. Non, non, il a fait une école de commerce, il a structuré. Et tous les métiers, il les connaissait. Il a réussi à recruter et ça crée des bénéfices. C'est-à-dire qu'il sait aussi gérer un financier. Il a un expert comptable qui est un copain d'école. Donc, c'est vraiment hyper important de se rendre compte que une entreprise, le business, c'est générer de l'argent et ne pas en perdre. Ça peut être la créer. Voilà, c'est ça les métiers du business. Et en école de commerce, on apprend toutes ces petites parties qui semblent parfois pas forcément, je dirais pas sexy. Et moi, je peux dire, quand il y a le financier qui arrive dans ma boîte, il fait attention, là ça va pas. On est tous au pas et on est au garde à vous parce que la finance, c'est ce qui dicte aussi une boîte. Donc il y a les commerciaux, c'est les beaux parleurs comme moi, mais il y a tout ce qui est autour et les écoles nous le matérialisent vraiment. Ça, c'est le métier business. Et justement, hier, on avait des conférences, par exemple, sur le métier d'ingénieur, qui peut très peu se pratiquer, par exemple, à son compte ou en freelance ou des choses comme ça. Là, on sait que les métiers du commerce se prêtent à beaucoup de formes d'emploi. Toi, tu es en entreprise, donc tu travailles chez M6. Est-ce que tu as hésité? Et est-ce que tu vois aussi des personnes de ta promotion qui travaillent de manière très différente? Est-ce que justement c'est une vraie liberté, une vraie force de ces métiers de pouvoir travailler un peu de la manière dont on le souhaite? Ah bah, oui, complètement. Complètement. C'est-à-dire que moi j'ai des amis très proches d'école. On était en cours côte à côte, on avait les mêmes notes, on était très liés, mais on n'a pas du tout fait les mêmes métiers. Et surtout, ils ont changé. C'est-à-dire qu'ils ont changé dans leur manière d'aborder leur vie professionnelle et personnelle. Déjà, il y a des choix très importants. C'est où est-ce qu'on veut travailler? Est-ce qu'on veut travailler à Paris? Est-ce qu'on veut travailler à l'international? Est-ce qu'on veut travailler en région, dans des petites villes, dans son village? Et ça c'est une méthode de travail différente. Et même en termes de boulot, moi j'étais avec mon ami hier, parce qu'on prépare son mariage, on a choisi son costume de mariage. C'est fou quand même les liens qu'on peut avoir en école de commerce. On prépare son mariage, son costume, et c'était un garçon qui était en prépa avec moi, qui est rentré en école de commerce, et lui a dit, non, attends, je vais pas faire un métier comme tout le monde, faire du marketing, je vais travailler en alternance chez Auchan pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il a fait des rayons, il connaissait le magasin par cœur. Il est directeur régional de Carrefour maintenant, c'est le concurrent, hein. De toute la région Bretagne, c'est le directeur régional. Il n'a pas 30 ans. En termes de carrière, en termes d'efficacité, à un moment donné, il a fait un choix qui était le sien. L'école a dit c'est un bon choix. Il a été soutenu par l'école. C'est la personne qui pense à le mieux réussi de ma classe de prépa. Alors des gars de ma prépa disaient c'est un choix complètement craqué. C'est quoi? C'était son choix à lui. Il l'a assumé. Il a réussi. D'autres ont créé leur entreprise. Donc mon copain Florian qui a fait une boucherie. Puis d'autres sont partis, ont changé de vie, ont décidé de faire complètement autre chose. Mais les compétences qu'ils ont expérimentées, toutes ces compétences-là qu'ils ont acquises, bref, excusez-moi, toutes ces compétences-là, ils les utilisent dans leur quotidien. Ils ont fait des reconversions professionnelles. Il y en a un qui est devenu kiné. Voilà, c'est vrai que c'est étonnant là. Non mais c'est drôle quand même. Il était en école de commerce, il était super bon, hein. C'était un des meilleurs de notre promo, il est devenu kiné. Pourquoi? Parce qu'il a refait des études derrière, beaucoup plus tard. Mais par contre, son câble, il est tenu. C'est des compétences fortes. Ça, c'est hyper important ce que tu as dit. C'est effectivement, il faut que vous fassiez des choix qui vous motivent et qui vous intéressent, en tout cas. Ça, c'est vraiment important. Et d'aller dans les directions que vous souhaitez prendre. Faut surtout pas suivre le copain. Ça, c'est le très mauvais choix en classe de terminale. Il y a mon pote qui va dans telle école ou dans telle université, donc je le suis. 2 écoles de commerce, le M Normandie, l'IPAG, ça peut paraître très similaire sur le papier, et pourtant, c'est un peu comme des vacances. Si je vous dis que j'ai été dans un lieu là que j'ai adoré, je peux rencontrer une personne qui va me dire j'ai détesté.
C'est pareil, ça doit être très personnel, le choix des études. Et ça doit être aussi réfléchi. Aujourd'hui, on a limite trop d'informations. Mais il faut prendre le temps d'aller chercher les bonnes informations. Il faut prendre le temps de se déplacer sur les campus et de savoir où on est bien. Et même, voilà, dans tous ces exemples-là, effectivement, il y en a plusieurs. Moi, j'ai un copain, il a fait l'IPAG, effectivement. Et il voulait toujours travailler dans l'univers du cinéma, de l'audiovisuel, ça l'intéressait. Il a écrit des scénarios pour Canal+, des refus, des refus, des refus. Il était vraiment dans ce milieu-là qui est censé quand même être très très fermé. Il faut généralement connaître pour avoir... Enfin, il y a ça aussi, quand on parlait de réseau, effectivement c'est très simple. Quand il y a un diplômé de l'école qu'on a fait, qui est dans l'entreprise dans laquelle on veut intégrer, ça s'appelle la cooptation, ça se fait très bien. Il a continué, et puis il a commencé chez Netflix, il y a quelques dizaines d'années, hein. C'était pas le Netflix d'aujourd'hui où on a l'impression que c'est devenu même dans le langage courant, hein, Netflix and chill, des soirées très sympathiques. Et aujourd'hui, il est directeur marketing chez Netflix. Et pourtant, il a galéré, hein. Il n'a pas trouvé son job tout de suite à la sortie, alors il aurait pu faire n'importe quoi. Mais vraiment, parce qu'en école de commerce, c'est des profils qui sont recherchés. On parlait de business. Sur les plateformes de recherche d'emploi, business developer, c'est la première recherche des entreprises aujourd'hui. C'est le plus grand nombre d'offres de recrutement. Donc voilà, il a continué. Et des exemples comme ça, j'en ai vraiment plein. Et aussi, un autre point qui me semble très important, c'est peu importe d'où vous venez, de ce que vous avez fait, de votre famille, avant, etc. Ça, on s'en fiche. Ça aussi, on s'en fiche totalement. Il ne faut pas se censurer en disant... Moi, je vois par exemple des étudiants qui arrivent, qui disent « Ouais, je suis au STMG, je chuchote tout bas. » Parce qu'en France, on aime bien mettre les gens dans les cases. On aime bien dire que les STMG, ils comprennent rien, que si on fait ça, c'est nul. Mais bannissez ça. Et ce qui est fou, c'est que je l'entends de cette génération-là, la vôtre, les 17, 18, 19 ans, qui est censée être la génération la plus tolérante et la plus ouverte sur tout un tas de choses, la sexualité, la religion, tout ça, ça doit même plus être en fait un sujet de discussion. Et pourtant, en France, en 2023, on continue de dire que si on a fait STMG, c'est un BTS, et on dit qu'un BTS c'est déjà super et que c'est pas exceptionnel quand on est en école de commerce. Mais ça, faut arrêter. Faut gommer tout ça. Il faut que vous enleviez ces barrières mentales-là et il faut que vous alliez vers l'objectif que vous vous fixez. J'ai un copain qui aujourd'hui est directeur marketing, il a fait l'IPAG aussi, il est directeur marketing du Four Seasons, c'est un palace, à Philadelphie. Il a été pendant une dizaine d'années au Georges V, hein, voilà, un petit palace sans prétention. Il n'était pas du tout destiné à ça. Lui et moi, on a grandi dans un HLM, on n'avait rien à voir avec le métier du business. Mais on a saisi notre chance et on est allé. Et ça, c'est hyper important que vous enleviez toutes les barrières que vous avez dans vos têtes si vous avez quelque chose qui vous plaît. Et si vous faisiez aussi ce côté de mettre les gens dans des cases, arrêtons ça parce que c'est bénéfique pour personne. Et justement, je rebondis sur ce que tu disais, sur l'arrivée sur le marché du travail. Est-ce que justement, quand on sort avec un diplôme d'une école d'un métier business, est-ce qu'on a une valeur sur le marché du travail? Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de besoins, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent ces voies. Est-ce que justement il y a une valeur et est-ce qu'on trouve facilement un emploi? Ouais, l'employabilité est très bonne, c'est entre 80 et 90% des étudiants des diplômés qui trouvent un job en moins de 6 mois, dans les grandes écoles, hein. Il y a 37 grandes écoles en France, il y en a 24 maintenant sous le format post-prépa et 13 sous le format post-bac. Donc on intègre directement après le baccalauréat. L'employabilité, elle est bonne et les salaires, ça les écoles, elles apprennent aussi. Il faut savoir connaître sa valeur, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que vous allez arriver en entretien, vous allez être choisi très souvent, parce qu'en France, il y a quand même ce listing. Elles ont le listing des grandes écoles, elles disent « Ok, au moins, c'est des écoles privées, mais qui sont reconnues par l'État, qui délivrent des diplômes d'État, donc elles savent que les compétences, elles sont acquises. » Elles vont le choisir, et après, en entretien, on vous apprend à négocier son salaire. Il faut arriver, c'est pas le moment de bégayer, comme on dit. Il faut arriver quand on vous dit quelles sont vos prétentions salariales, vous connaissez la moyenne de sortie des écoles de commerce, et vous allez fixer ce que vous pensez par rapport à l'entreprise et par rapport à vos compétences, votre expérience, être le bon prix du premier job. Et aujourd'hui même, il y a des entreprises qui sont spécialisées qui le font sur les réseaux sociaux professionnels. Chacun va mettre son salaire dans telle entreprise et on sait à peu près les salaires moyens auxquels on peut... C'est
la grosse tendance aux États-Unis actuellement. Ça va forcément arriver un peu plus tard en Europe, mais il y a cette tendance de se dire combien je vaux sur le marché du travail et comment je négocie au mieux mon salaire. Pour On gagne compléter. combien chez M6? C'est C'est un sujet, c'est un tabou à chaque fois en France, on ne peut pas dire le salaire. Non, justement, ce qui est hyper intéressant, et je peux aller dans ton sens, c'est que cette problématique de salaire, elle fait partie du business, que vous êtes votre propre valeur. C'est vous, vous êtes une future force de vente, vous êtes une future force créative pour une entreprise. ChatGPT, c'est super, hein, mais ça ne nous remplacera pas nous encore, et on a besoin de personnes réelles et vivantes qui vont être là et qui vont apporter quelque chose. Et cette force, elle a une valeur donc, qui se monnaie, bon, sauf si vous voulez travailler gratuitement, mais c'est pas le principe du business, sauf si vraiment vous êtes très généreux. Mais cette négociation sur le salaire, elle s'applique dès la fin des études, et toute votre vie, vous aurez ce moment où, ouais, combien? Moi, par exemple, j'ai ma copine, elle n'a pas fait une école de commerce, et voilà, elle fait du recrutement. Pour le coup, elle, pareil, elle a travaillé dans l'hôtellerie à la base, elle fait du recrutement pour des développeurs. Donc quoi, tout est possible. Dès qu'elle passe l'entretien, elle me dit, mais c'est systématique, dès que tu poses toujours la question, combien? Donc elle me parle d'entreprise, voilà, super, émission, combien? Parce que moi, j'ai été formé à l'école en me disant, tu as une valeur, négocie, mais négocie bien. Il ne faut pas se dévaloriser, surtout être capable de comprendre ce qu'on apporte, et surtout ne pas se mettre de barrières psychologiques. Tu parlais tout à l'heure justement de ouais, mais moi j'ai fait telles études, j'ai pas fait une prépa, j'ai fait un IUT, un DUT. On s'en fiche. Ouais. Quelques années après ça, tout ça, c'est notre ancien directeur général, il disait il y a 3 valeurs pour réussir dans la vie. La première, c'est le travail. Il disait la deuxième, c'est le travail. Il essaie de deviner la troisième. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Les salaires, pour donner des chiffres, parce que c'est important de donner des chiffres. En moyenne, la conférence des grandes écoles, le salaire brut annuel, donc c'est brut, donc il faut enlever voilà, une vingtaine de pourcents si on a un poste de cadre, c'est environ 45 000 euros brut annuel. C'est le salaire moyen. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous. L'argent, c'est un moteur. Forcément, on parle de métier du business, donc ça le joue. Il y a des personnes, il faut aussi se dire, ne pas être envieux de ce que les autres ont, mais se dire, moi, j'ai été recruté à ma valeur et je suis aligné avec ça. Ça, c'est très important aussi. Des salaires à 6 chiffres à la sortie d'école de commerce, il y en a, il peut y en avoir. Ça va dépendre. Il y a des industries, il y a des métiers qui recrutent et des personnes qui ont des salaires faramineux. Est-ce qu'ils sont pour autant plus contents dans leur épanouissement? Il faut aussi faire la balance entre combien je gagne, est-ce que je suis bien en phase et bien épanoui? Est-ce qu'il y en a qui vont gagner moins mais avoir plus de temps pour leur vie perso? C'est une balance dans la vie. Très souvent, on me dit oui, le salaire, le salaire, le salaire. Moi, mon pote qui était au Georges V, il avait un salaire de malade, bien entendu. Mais il me dit, j'ai pas de vie. J'ai pas de vie. Je suis dans les métiers de l'hôtellerie, j'ai pas de vie. C'est une clientèle de luxe, une clientèle qui est exigeante. Je peux pas voilà. Alors après, si on le ramène au temps horaire, est-ce que finalement, c'est ça aussi parfois, il faut regarder combien de temps on passe en entreprise et combien on est payé pour ça. Non, mais juste pour aller dans ton sens, parce que encore une fois, complètement d'accord, on nous a bien choisi. Effectivement, le cadre, l'équipe vie pro, vie perso, c'est quelque chose sur lequel vous serez toute votre vie interrogé. Heureusement, les entreprises font attention à ça. Mais c'est vrai que quand on sort d'une école, parfois on dit ouais, moi je veux un salaire à 6 chiffres, je veux travailler dans tel secteur parce que ça rapporte des sous. C'est pas forcément vrai. Mon copain qui a ouvert sa boucherie, il a travaillé avant pour pouvoir la financer. Il gagne plus d'argent que moi, qui travaille dans une entreprise. On se dit ah ouais, chez M6, tu dois sacrément bien payer. Je fais oui, correctement. Beaucoup moins que chez Canal ou chez Netflix, mais oui, c'est bien. Mais après, il n'habite pas à Paris. Moi, j'habite à côté là. Et bah pareil, il y a aussi ça qui rentre en compte. Donc ne soyez pas motivé en tout cas juste par les euros et par aussi le copain d'à côté qui dit qu'il faut faire ça et surtout qui dit intrinsèquement que tu peux pas faire ça. Tout est vraiment possible. Des copains à moi qui étaient nuls en finance, nuls, ils comprenaient rien. Cash flow, nul.
Ils ont commencé à être, ouais, pareil. Souvent, beaucoup de commerciaux dans ma promo. Bah là, il est expert comptable pour une grosse boîte à Bordeaux. Il se régale, il parle de chiffres toute la journée. Et il a trouvé un équilibre parce que justement, il se dit, mais moi, j'ai pas envie d'être dans ma voiture et d'aller démarcher. Par exemple, moi, j'adore démarcher. Lui, non. Il s'est rencontré, il s'est trouvé aussi. Mais surtout, on lui a jamais dit qu'il n'était pas capable. Il a fait, justement, il n'avait pas fait un bac général, il a fait un bac, je crois, STMG. Et puis, il avait fait ça toute sa vie, il avait trouvé des solutions, il y avait cru. Un copain à moi, là, il va être pilote d'avion. C'est hallucinant. Il a commencé. Non, mais l'histoire est folle. Pour vous dire comme quoi, un choix à 18 ans, il avait une passion pour les avions. Il était passionné d'avions. À 18 ans, il dit bah, j'ai pas envie de faire d'école, je veux faire de l'hôtellerie. Il devient serveur. Ok. Il fait une école de commerce après. Mais en bac plus 3, il fait un concours passerelle. C'est ça qui est cool, c'est qu'on peut aussi changer d'école, on peut faire des passerelles, etc. Il travaille sur le yield chez je sais plus quelle compagnie aérienne. Donc il fait du business, il analyse des chiffres toute la journée. Mais il a passé un concours et là il est en formation pour être cadet chez Air France. Il va piloter un avion dans 1 an et demi. Il a commencé, il était serveur dans un hôtel. Voilà, un choix ne détermine pas le métier que vous ferez plus tard. Et justement, au-delà de toute la partie intégration sur le marché du travail, comment on arrive dans ces métiers du business? Donc, est-ce qu'il y a des concours pour vos écoles? Comment ça se passe? Que vous avez deux voies qui sont un peu différentes, vous deux. Comment donc on fait pour rentrer à l'IPAG et comment, par exemple, tu as fait toi à l'EM? C'est deux voies qui sont complètement différentes. Tout à fait, une prépa, classe préparatoire. Donc c'est Exactement. aussi, c'était alors, il n'y avait pas Parcoursup, c'était APB ou pas encore? Non. C'était APB, ouais, c'était avant, c'est l'ancienne version de Parcoursup. Et effectivement, donc dans Parcoursup, vous allez avoir 10 vœux à choisir. Vous pouvez mettre des facultés de droit, d'éco, de sciences, voilà, psycho. Tout à l'heure, j'ai rencontré une étudiante, elle m'a dit, moi, je psycho, mais finalement, non, c'est bon, école de commerce. Donc, vous voyez, comme quoi, ça change, ça fluctue. Et donc du coup, effectivement, on peut choisir des classes préparatoires, comme ça dans Parcoursup. Ça représente un vœu, et puis on va étudier sur son dossier. Ou sinon, pour les écoles de commerce post-bac, comme l'IPAG, et ben, ça va être par l'intermédiaire d'un concours. Il y a un concours qui s'appelle le concours Sésame. Ça regroupe d'ailleurs aussi l'EM Normandie sur sa partie post-bac. Voilà, et donc du coup, il y a des épreuves. Sous format de QCM, c'est des séquences de logique, de culture générale, de langue, etc. On va venir passer ces épreuves. Après, on va venir passer des épreuves orales sur les campus dans les écoles auxquelles on a été déclaré admissible, c'est-à-dire pour lesquelles on a réussi les épreuves écrites. Et après, on va être déclaré admis au mois de juin. Donc ça, il faut bien se renseigner. La plateforme Parcoursup va ouvrir en consultation à partir du mois de décembre. Mais vous qui faites déjà cette démarche de faire un salon tôt dans l'année, il faut que voilà, vous puissiez rencontrer un maximum d'écoles, il faut que vous puissiez avoir une stratégie. Il ne faut surtout pas faire un choix Parcoursup par défaut en disant bon, on verra bien où je suis admis, je mets des choix partout et attendant. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure à un étudiant, c'est qu'il faut que le choix que vous faites vous motive. Si c'est une école de commerce et qu'il y a un concours à passer, il faut que cette école de commerce soit votre objectif et que le concours à passer devienne une formalité. Et non pas se dire bon, bah, il y a 15 écoles, je verrai bien où je suis pris. Non, il y a 15 écoles, mais c'est celle-là que je veux faire. Et vu que c'est un concours qui n'a pas de note minimum, c'est un concours, donc il y aura une barre qui sera fixée. Je me fixe l'objectif d'atteindre le meilleur résultat pour aller dans l'école que je souhaite faire. Ça, c'est hyper important, c'est le plus grand luxe de la vie, c'est d'avoir du choix. Juste pour compléter aussi, quand on arrive en école de commerce, il y a un truc hyper important, c'est que des concours, on passe de l'écrit d'abord. Moi, j'ai fait après ma prépa, et il y a ce moment où on va passer les oraux. Et c'est un moment hyper important parce que c'est la première rencontre avec l'écosystème dans lequel on va s'épanouir. Ou pas. Parce que parfois on arrive dans un truc, alors l'ambiance c'est pas possible. La ville, parce que c'est important aussi de savoir. Les écoles de commerce, il y en a dans plein de villes différentes. Un écosystème, un cadre aussi, et des rencontres où ça va matcher ou non avec la culture de l'école. Est-ce que ça va matcher avec les enseignants qui sont là? Parce que ce qui est super, c'est que les écoles de commerce, elles font ce travail qui est un dur travail, hein. Le travail d'admissible, les admisseurs, les étudiants qui viennent aussi sur leur temps pour faire découvrir l'école, la ville, c'est hyper important. C'est avant tout une rencontre. Et on rencontre des personnes qui vont vous marquer, enfin vous allez rencontrer des gens qui vont vous marquer toute votre vie. Je dis, hier je faisais un costume de mariage pour un pote, l'un autre copain, je suis son témoin de mariage de mon école de commerce. Voilà, j'ai d'autres amis aussi que de mon école, je vous rassure. Mais ce que je veux dire, c'est que même si je ne suis pas copain avec tous les gens de ma promo, on se connaît quasiment tous et c'est hyper marquant.
on aura toujours ce lien et on aura ce lien aussi en entreprise, mes anciens collègues, mes futurs collègues, on a des liens. Mais l'école de commerce, c'est une rencontre avec un écosystème. Et pour le choix, ce moment de choix, peut-être que moi j'ai des copains qui ont choisi des écoles, non pas pour leur classement, parce qu'il y a ce moment, cette école est mieux classée, si elle est mieux classée, j'aurai plus d'employabilité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. À part des écoles, les 3 premières. Oui, à part les parisiennes, voilà, HEC, ECP, ESSEC, sur le programme post-prépa. Hein, j'insiste bien sur le programme post-prépa. Voilà, exactement. Sinon, sur toutes les autres écoles, et moi, mes collègues, il y en a qui ont fait mon école, d'autres qui ont fait Sub de Pub, il y en a qui ont fait Kedge. On peut toutes les citer, les écoles. Mais ce n'est pas l'école qui vous donnera vos qualités personnelles. C'est-à-dire que vous pouvez faire mon école à moi et ne pas travailler chez M6. C'est ce que je veux dire. C'est que ce n'est pas une voie toute tracée. En revanche, ce qui va déterminer aussi vos relations, votre capacité à entreprendre et à entreprendre votre propre vie, c'est les relations que vous aurez aussi dans l'école et que vous allez rencontrer à La Rochelle, au Havre, à Paris, à Bordeaux, Marseille. C'est à vous, vous verrez. C'est super. C'est des choix motivants en fait. Il ne faut surtout pas que ça soit juste un point de passage. On le dit même nous à nos étudiants. Hein. Voilà, moi je leur dis, l'amphithéâtre de rentrée, je leur dis vous êtes dans la meilleure école de commerce de France. Alors c'est pas les classements, parce que les classements de l'IPAG, on n'est pas au-dessus d'HEC. On m'a dit la même chose. Ouais, mais non, mais pourquoi je leur dis ça? Parce que c'est l'école que vous avez choisie. Comme moi aujourd'hui, j'estime être au bon poste, au bon endroit. Si demain, je me dis que je suis plus au bon endroit, j'ai plus rien à faire. C'est à partir de ce moment-là où ça devient insupportable. On est tout le temps à critiquer l'entreprise, vous savez, ces petites réunions là, à machine à café ou ailleurs. Puis on fait parler que d'un tel et d'un tel et d'un tel. En fait, on passe plus de temps à parler des autres qu'à se concentrer sur soi et à se faire évoluer, à se challenger. Ça fait 12 ans, je pourrais dire, moi, 12 ans j'ai fait le tour. Bah, j'ai pas fait le tour. J'ai pas fait le tour, j'ai encore plein de choses. Les métiers du business, ils évoluent. Le marché de l'enseignement supérieur, il évolue. Il y a de plus en plus de concurrents. Il faut innover. Il faut réussir à parler avec le bon ton, justement, à cette cible. On ne pensait pas que les écoles de commerce, elles avaient un rôle sur Snapchat ou sur TikTok ou ailleurs. Et bien pourtant, on doit y être. On doit communiquer. On doit vous envoyer des messages. Donc on doit tout le temps, aujourd'hui, se challenger, se renouveler. Mais si vous avez fait une école de commerce parce qu'elle était bien classée ou parce qu'on vous a dit de la faire et quand vous arrivez, vous dites mais qu'est-ce que je fais? Je parle avec lui, mais j'ai rien à voir du tout. Je partage aucune valeur. Parce que les écoles ont beau être similaires sur le papier, sur les programmes, dans les valeurs, elles sont toutes différentes. Moi, en 12 ans, j'ai eu plus d'une dizaine de propositions d'aller dans d'autres écoles. Je peux vous dire, en passant les entretiens de certains, dont récemment une dernière, je suis même parti avant la fin de l'entretien. Donc on n'a pas tous la même vision. Voilà, ça c'est hyper important. Je ne dis pas que je suis parti parce que c'était horrible, etc. Ça l'était pour moi. C'était un entretien que je n'ai... En fait, on m'a convié, un recruteur, voilà, un chasseur de tête m'a dit « Tiens, je te ferai bien passer cet entretien, moi je suis curieux. » Et c'est ça aussi. Hein. Comme ça, on va changer de poste, qu'on va gagner en salaire. Au bout d'un quart d'heure, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» On ne parle pas du tout le même langage. Moi, je fais un métier pour parler des étudiants. Oui, bien entendu, c'est du business. Hein. Quand on est aux alentours de 10 à 15 000 euros des frais de scolarité par an, il y a un chiffre d'affaires qui se négocie. Mais la finalité, pour moi, c'est l'étudiant. Et à aucun moment, on a parlé d'étudiants. Ça me paraissait un peu dingue d'être dans une école de commerce et qu'on m'ait parlé que de rentabilité et pas d'étudiants. Et ça manquait. Donc, j'ai préféré rester dans mon poste parce que je suis plus en phase avec les valeurs de l'école que je représente. On va passer un petit temps de questions si vous avez. Ouais. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir la différence, donc là, je ne suis pas sur le métier, mais plus sur la formation, entre rentrer directement dans une école post-bac ou y rentrer après une prépa. Est-ce que vous parlez des formations post-bac ou post-prépa? Alors, sur la post-prépa, donc déjà, il y a la classe préparatoire. Donc toi, c'est une question que tu as dû te poser. Complètement. C'est un moment hyper important parce qu'on se dit, la prépa, qu'est-ce que c'est dans l'imaginaire collectif? C'est 2 ans, voire 3 pour certains qui veulent vraiment refaire une deuxième année. Moi, c'était pas mon cas. Je dis 2 ans, c'est déjà bien. Où on va cravacher, on va vraiment bosser. On se dit, voilà, dans l'imaginaire, c'est des moments où on apprend plein de maths, la géopolitique, la philo. Voilà, on va bosser, on apprend à prendre une charge de travail très importante pour après passer un concours, pour aller sûrement dans une ville, pour aller dans la meilleure école possible. C'est qu'on est un peu programmé, ce qu'on disait tout à l'heure, on est programmé en prépa on va taper le haut, et si on rate, on va de plus en plus bas.
c'est l'erreur en fait quand on rentre en prépa. Je pense que c'est une erreur un petit peu, c'est un côté très... c'est élitiste et moi c'est pour ça que je l'ai fait, je l'assume. Mais moi j'ai par exemple fait le choix d'aller dans une école, non pas pour son classement, mais pour un souci logistique très simple, c'est qu'elle était dans ma ville. Mais j'ai fait la prépa pour apprendre à travailler. Quand j'étais en terminale, la vie était belle, c'est trop bien, mais par contre il fallait peut-être aussi apprendre à se concentrer, etc., être un peu plus rigoureux. Moi, il y a certaines choses que j'ai apprises en prépa dans ma capacité à prioriser, à dire ça je peux pas le faire, ça je peux le faire, qui me servent dans mon métier actuel. En revanche, un de mes meilleurs copains, il n'a pas fait prépa, hein. Mais il est exceptionnel en commerce parce qu'il a fait un IUT-TC par exemple. Il est meilleur. Un autre copain, il est en bachelor, il a travaillé bien avant moi. Il a fait de l'alternance pendant 5 ans, ça faisait 5 ans qu'il bossait, il savait ce que c'était une entreprise. Moi je suis arrivé, poule devant un couteau. La première fois en entreprise, on est OK. Donc ça fonctionne comme ça, OK. Lui, ça faisait 5 ans, post-bac, qui travaillait. Pas moi. C'est des choses différentes. Moi, j'en avais besoin. C'était mon besoin à moi de me confronter à quelque chose de difficile qui était la prépa. Maintenant, il y a des voies différentes. Mais je pense que Non, mais prépa, effectivement, c'est ça. Il faut avoir cette idée que c'est une méthodologie de travail. C'est un peu comme un super lycée. Mais il faut rappeler quand même que c'est aussi, je pense que tu l'as vu, c'est à peu près la moitié qui, la première année, abandonne. Oui. Ouais, un peu plus de la moitié. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. Donc les questions qu'il faut se poser généralement, c'est avoir un bon esprit de compétition. Parce qu'effectivement, on est un peu comme des bêtes de concours. Il va falloir aller chercher. Ça va jouer à des dixièmes de points sur les premières écoles. Après, techniquement, dans les écoles post-prépa, aujourd'hui, il y a plus de places qu'il y a de candidats. Parce que tous les candidats veulent décrocher les premières places. C'est comme ça. Il faut être assez résistant au stress, quand même, être assez endurant. Et puis, c'est bien de le faire. Je pense que toi, tu as dû le faire dans ta ville. Voilà. Parce qu'il faut être entouré et encadré. Exactement. Parce que c'est pas la première année de médecine, mais ça peut s'y apparenter à certains moments. C'est des moments de solitude où il faut faire face à une charge de travail qui est très importante. Et je pense que les parents, le cadre familial, il est important à ce moment-là. Je ne sais pas si c'était ton cas. Moi, j'ai de la chance que, en plus, mes parents étaient profs dans le lycée où j'étais en prépa. Donc vraiment, moi, j'étais confort de chez confort. Pression quand même. Ah ouais, c'était vraiment la totale. Mais l'abandon en prépa, il arrive parce que parfois, on se rend compte qu'on a fait un choix d'aller à cet endroit-là, pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que moi, j'ai des copains qui ont abandonné au bout de 2 mois en disant mais qu'est-ce que je fais là? D'autres à qui on dit à la fin de la première année, bon, tu as donné tout ce que tu avais, il faudrait peut-être mieux que tu fasses une autre voie. Ils ont fait des bachelors, et ils ont été diplômés d'une très bonne école, ils font des super beaux métiers. En fait, la prépa, c'est génial. Moi, le seul cahier que j'ai gardé de ma vie, et je prenais pas beaucoup de notes en cours, c'était mon cahier de culture générale. J'avais un cours de culture générale en prépa. Mon prof, je le côtoie toujours. C'est la seule personne avec qui je peux aller boire une bière de temps en temps et parler de mes cours de prépa parce que ce qui m'a appris, au-delà de savoir qui était tel ou tel philosophe, c'est à m'intéresser aux choses. Et moi, j'ai trouvé quelque chose d'hyper important qui me constitue en tant qu'individu aujourd'hui. Ça a matché et ça m'a permis de travailler différemment. Il y en a, ça n'a pas matché, ça ne marchait pas. Même en cours, c'est une rencontre aussi, mais c'est une des premières rencontres. Maintenant, il y a un taux d'abandon. J'ai des copains qui font des prépas pour les MP, pour faire des écoles d'ingé. Pareil, ils ont arrêté, ils ont changé. Des copains qui ont changé d'école, changé de prépa, bon, ça arrive. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des écoles post-bac, parce que ça convient à d'autres types de profils. C'est-à-dire que les post-bac, c'est un peu dans un premier temps les petites roulettes, quoi. C'est-à-dire qu'on va garder, on va donner un cadre, on va découvrir tout un tas de matières, ça va casser avec le lycée, ça va être une nouvelle matière d'enseigner. Donc voilà, on va pendant 2 ans encadrer ces étudiants, leur donner l'opportunité de faire des stages, de s'expatrier, de partir à l'étranger, de grandir. Et c'est bien parce qu'effectivement, 17, 18 ans, c'est pas évident. Et on le voit à la fin de la 3e année, quand ils reviennent d'expatriation, on a d'autres personnes en face de nous. On a d'autres personnes. Et toi, je pense que c'était aussi ton cas sur le cycle master. Il y a une transformation. Et puis, ce qui est génial pour l'avoir vécu, à l'inverse, c'est que moi, j'étais donc arrivé post-prépa et quand j'étais revenu, j'ai fait un Erasmus. Donc, je suis parti en expatriation en Finlande. J'ai découvert une culture différente. Je suis revenu, j'étais en alternance et je revenais de temps en temps à l'école et il y a des associations, beaucoup, dans toutes les écoles, il y a des associations, et il y a un système de parrainage. Et moi, j'étais parrain d'une asso, et dedans, il y avait des jeunes de 17-18 ans qui arrivaient, post-bac, et qui me regardaient avec des yeux ronds en me disant, mais en fait, tu travailles... Moi, j'étais déjà en alternance chez M6, et ils me disaient, mais tu travailles chez M6, c'est génial, mais moi, je vais faire ça. Et ce qui était génial aussi, c'était de pouvoir échanger avec eux et de leur dire,
Attends, t'as le temps mon grand, t'as 18 ans, profite, et de côtoyer dès 18 ans quasiment des adultes, moi, des copains de ma promo qui étaient mariés en dernière année d'école. Je trouvais ça hallucinant aussi à l'époque, mais voilà, ils étaient mariés, ils avaient une vraie vie, des reconversions professionnelles, de 18 ans à 25 ans, dans la même école, dans le même campus, parfois au même moment, dans les mêmes assos, dans les mêmes soirées. C'était génial, c'est une culture tellement riche, voilà, ça a infusé. Ça, c'est génial. C'est peut-être un de mes regrets de ne pas l'avoir fait plus tôt, honnêtement. Ouais, après, voilà, c'est pour ça que le post-bac, effectivement, on se dit, espèce de tranquillité d'esprit, il y a 5 années, on va jusqu'au grade de master, voilà, qui est la plus haute reconnaissance pour un diplôme d'école de commerce, qu'on obtient soit techniquement le diplôme de l'EM Normandie, de l'IPAG à Bac+5 ou d'HEC, c'est le même sur le papier. Effectivement, c'est pas la même sélectivité, c'est pas la même reconnaissance en entreprise, mais le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, quand il vient délivrer le grade de master, il délivre sous les mêmes standards. C'est les mêmes standards. Mais effectivement, on n'y fait pas la même chose. On ne les aborde pas des mêmes manières. Et voilà, le post-bac, bah, c'est un espèce de ligne qui n'est pas toute tracée, mais au moins un cadre qui est défini. 2 années généralistes, 3e année à l'international et 4e, 5e année, on se spécialise. Donc pour certains étudiants, c'est bien. Ça leur permet d'aller crescendo, de monter en compétences et de se découvrir. On arrive juste à la fin du temps qui nous était dédié. Donc vous pouvez, Gauthier et Christophe sont dispo pour quelques questions encore, sans micro cette fois. Mais merci à vous deux, merci infiniment. Merci, William. Et merci à vous.